à tous. Donc, nous sommes heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour parler des méthodes de travail intellectuel. Donc, d'abord, un petit mot sur nous. Donc, nous sommes toutes les deux, Karen Debasse et moi, même Frédéric Escudier, neuropsychologues. C'est-à-dire que notre expertise est le lien entre le fonctionnement du cerveau, d'une part, et les comportements et les performances, d'autre part. Un petit délai pour changer de diapo. Donc, pour compléter notre expertise sur le cerveau, nous avons collaboré avec différents experts. Donc, pour s'assurer de la pertinence du contenu pour vous, professeurs, et donc pour votre enseignement, nous avons collaboré avec des rédacteurs spécialisés pour rédiger donc cette section spécifique sur les méthodes de travail intellectuel. Donc, des professeurs d'histoire, de français et des experts en méthodologie. Notre conférence a donc pour objectif de vous présenter les meilleures stratégies d'études en lien avec la nouvelle compétence, appliquer des méthodes de travail intellectuel en sciences humaines, qui va faire son entrée dans le nouveau programme en 2023. Donc, excepté lorsqu'on vous présente la méthodologie qui doit purement respecter des règles, telles que comment formater une bibliographie, par exemple, nous avons voulu présenter dans ce livre-là les méthodes de travail qui ont été validées par la science ou alors qui reposent sur des principes clés du fonctionnement de notre cerveau, afin de s'assurer que ce qu'on vous présente soit des méthodes qui soient réellement efficaces pour les étudiants. On va vous présenter aujourd'hui 4 éléments clés de cette nouvelle compétence, soit comment favoriser la compréhension texte, effectuer une recherche documentaire, mieux communiquer oralement et faciliter les travaux d'équipe. Et on va commencer avec favoriser la compréhension de texte. Il va falloir garder en tête là qu'on a une petite heure aujourd'hui pour tout vous présenter. Donc, évidemment, on n'aura pas le temps de présenter tout le contenu du livre. Donc, on va plutôt vous présenter certains points clés pour enseigner ces différentes compétences. Donc, la compréhension de texte. Les recherches en compréhension de texte ont montré que les étudiants qui font preuve de la meilleure compréhension de lecture, ils vont adopter différents comportements, donc différentes stratégies que n'utilisent pas les lecteurs plus faibles. Mais qu'il est tout à fait possible d'enseigner ces stratégies à ces derniers et de voir en conséquent le résultat en compréhension de texte qui va augmenter. Donc, on va essayer ici d'amener tous vos étudiants à adopter ces comportements. Donc, on voit ici que les bons lecteurs, ce sont des lecteurs qui sont actifs et qui adoptent ces comportements tout au long de la lecture. Ils ont tout d'abord des objectifs pour la lecture. Ils ne vont pas lire un texte passivement juste pour le lire. Ils vont avoir certains objectifs précis dont on va voir quelques exemples dans quelques secondes. Ils vont avant tout parcourir préalablement le texte pour repérer les éléments clés. Ils vont lire de façon sélective, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout lire à un même rythme, mais ils vont passer plus de temps sur ce qui a plus d'importance, ce qui est plus difficile, et survoler un peu plus les informations plus secondaires. Quand ils se trouvent face à une non-compréhension, ils vont faire des efforts, ils vont s'arrêter pour remédier à cette incompréhension. Et ce sont des lecteurs qui vont réfléchir de façon générale, donc ils vont essayer de faire des prédictions, construire du sens, faire des liens, donc vraiment à garder leur cerveau actif tout au long de la lecture, donc pas lire un texte comme il y aurait un roman là, sur la plage. Donc, pour arriver à faire adopter tous ces comportements par vos étudiants, il va falloir passer par une étape qui est de les enseigner de façon explicite, les modéliser, donc les utiliser vous-même durant votre cours, ou alors on peut aussi détailler les consignes pour inclure ces stratégies. Je vais vous donner un exemple. Donc, si vous donnez un chapitre de lire à lire à vos étudiants, au lieu de simplement leur dire, tiens,
lisez tel chapitre pour le prochain cours, vous pouvez leur donner des objectifs précis d'apprentissage en lien avec cette lecture, tels que lisez tel chapitre et identifiez telles informations dans ce chapitre, ou faites telle analyse en lien avec ces informations. Ensuite, l'objectif, c'est sûr, va être de les rendre autonomes. Là, on va les tenir par la main pendant un certain temps. Donc, détailler toutes ces stratégies, les expliciter, jusqu'à le but, tout de même, ça va être de pouvoir enlever cette béquille qu'on leur donne, de les rendre autonomes et que ces comportements soient en fait des habitudes puis qu'ils les utilisent de façon inconsciente. Donc, comme autre stratégie, là, il a été démontré un lien clair en recherche entre le niveau de vocabulaire et la compréhension texte. Donc, les recherches montrent que l'étendue du vocabulaire, mais encore plus la qualité des connaissances de ce vocabulaire est corrélée à la compréhension texte. Donc, on va amener tout d'abord les étudiants à prendre l'habitude d'identifier quels mots ils ne connaissent pas suffisamment bien pour bien comprendre leur texte. Donc, voici comment on peut faire pour leur faire évaluer leur niveau de vocabulaire. Donc, on leur demande de définir le test, le mot en question. Puis, dépendamment de la façon dont ils arrivent à le définir, ils vont pouvoir classifier leur niveau de connaissance du vocabulaire. Donc, s'ils arrivent, ils se disent « Ah oui, je connais ce mot, j'ai déjà entendu », ils arrivent à l'utiliser dans une phrase, donner un exemple. Tout ça, c'est bien, mais ça reste une connaissance de faible qualité. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va peut-être le confondre, ce mot-là, avec des mots qui, dans le même lexique, des mots qui lui sont reliés. Et on ne va pas arriver à donner une définition générale et claire. Donc ça, qu'on arrive à donner ce type de définition, donc le type de définition qu'on trouve dans le dictionnaire, donc ça va être une définition de haute qualité. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va être capable d'être plus précis, de pouvoir expliquer comment ce mot va se distinguer d'autres mots qui lui sont connexes. Donc là, les étudiants, ils vont avoir tendance à surestimer leur niveau de vocabulaire, fait que ça peut être intéressant de leur faire se rendre compte de certaines incompréhensions qu'ils ont sur leur vocabulaire. Parce que souvent, on va avoir l'impression qu'un mot familier, un mot qu'on a souvent entendu, est un mot qu'on connaît bien, ce qui n'est pas forcément le cas. Un petit exemple ici avec le mot industrie. Donc, on a un sentiment de grande familiarité, on entend très fréquemment ce mot-là, mais est-ce qu'on est capable de définir qu'est-ce que ça veut dire le mot industrialisation, pardon. Donc, vous pouvez faire l'exercice avec eux pour voir où se situe leur niveau de vocabulaire et faire en fait l'exercice de façon régulière en classe. Donc, demandez aux étudiants de vous donner la définition de mots que vous utilisez, des mots-clés là, de vos cours pour les aider à s'apercevoir de leur niveau et leur faire prendre l'habitude de ce nouveau comportement. Ensuite, il va falloir les amener à faire l'effort d'aller chercher donc, la connaissance manquante. On peut s'y prendre de deux façons. Ça va être soit de les faire s'exercer à essayer de deviner le mot en analysant le mot, en analysant le contexte, c'est-à-dire la phrase, le texte dans lequel il est, pour aller deviner la connaissance du mot, soit tout simplement on prend un dictionnaire, on prend quelques secondes pour prendre un dictionnaire et lire et apprendre la définition du mot. Ensuite, il faut que l'étudiant soit capable d'identifier les passages mal compris des textes. Donc, là, on va un petit peu en fait le même concept que le vocabulaire. Il faut d'abord qu'il soit donc capable de voir où c'est que ça coince. Donc, au vocabulaire, on essaie de définir le mot. Ici, on va essayer d'expliquer ce qu'on vient de lire. Donc, d'expliquer comme si on voulait l'enseigner à quelqu'un d'autre, soit un ami, soit même en fait à un enfant.
pour pouvoir essayer de l'expliquer dans des mots simples en utilisant donc ses propres mots et pas en utilisant les mots qu'on vient juste de lire et donc en faisant du par cœur, qui ne montre aucunement la compréhension. Donc, il faut vraiment voir la preuve de l'intégration des connaissances. Donc, on force l'étudiant à reformuler ce qu'il vient de lire avec ses propres mots pour lui faire tester sa compréhension. Et donc, quand il n'est pas capable de faire cet exercice-là, donc ça lui permet d'identifier quel passage il a mal compris et en conséquence, d'aller chercher l'information manquante, d'aller faire des lectures supplémentaires, d'aller vous consulter, etc. Pour les textes scientifiques, on a une stratégie qui est spécifique. Donc, les textes scientifiques, il y a de la littérature là-dessus en recherche parce que c'est les textes qui posent le plus de problèmes aux étudiants pour la compréhension. Il y a différentes stratégies qui ont été testées. Puis, celle qui s'est montrée le plus efficace, c'était d'amener les étudiants à se poser la question « Pourquoi est-ce vrai ?» au fur et à mesure de leur lecture. Donc, ça les force à donner une explication, donc démontrer leur compréhension. Encore une fois, ça leur permet d'identifier leur incompréhension. Vous avez donc un petit exemple ici sur l'image. Ensuite, on va donc essayer d'amener les étudiants à comprendre le contenu complexe, implicite. Ici, on l'amène à se poser une série de questions. Donc, on leur suggère de faire des pauses régulières dans leur lecture pour se poser des questions, pour aller dégager davantage d'informations du texte. Ça leur permet donc de générer de l'information et d'accéder aux informations implicites du texte, donc celles qui sont le plus difficiles à accéder. Et que les lecteurs les plus faibles ont de la difficulté à atteindre donc, ce niveau-là. Donc, par exemple, donc, quelle information générale le texte véhicule-t-il? Quel est l'objectif, le message, l'intention de l'auteur? Donc, ce sont des choses que les bons lecteurs vont, des questions qui vont se poser de façon un peu automatique, mais que les lecteurs plus faibles, ils vont nécessiter qu'on leur enseigne explicitement ces questions-là. Pour faciliter la compréhension, mais aussi la mémorisation du texte, on va leur apprendre aussi à schématiser le contenu, à le résumer, à dégager les informations clés et à savoir les mettre ensemble. Donc, on vous a mis ici deux exemples différents de comment schématiser, une avec un petit diagramme et l'autre sous forme d'image avec des liens logiques. Il existe des stratégies supplémentaires pour bien comprendre un texte. Donc, par exemple, il est recommandé de parcourir un texte. Donc, avant de commencer la lecture active, donc ça permet de bien cerner l'objectif qui vise, d'avoir une vision globale de son contenu pour préparer la lecture. Ça permet aussi d'aider la mémorisation parce que l'étudiant va avoir une sorte de carte mentale du texte avant de commencer à la lire. Donc, il repère les titres, les sous-titres, toutes les informations en fait, qui ressortent visuellement. Et ça lui permet, au fur et à mesure qu'il lit, d'aller ranger l'information dans les petites boîtes de sa carte mentale du texte qu'il a créé. Donc, ça lui demande moins de travail au fur et à mesure de la lecture parce qu'il a créé de façon préalable cette carte mentale. Ensuite, il va falloir annoter un texte au cours de la lecture. Donc, il y a plusieurs types d'annotations possibles. Une annotation sur le travail qu'il va falloir faire sur ce texte pour aller chercher une compréhension plus approfondie, donc identifier les passages complexes, qui est mal compris, le vocabulaire, les idées. On peut aussi avoir une annotation pour faire ressortir la structure du texte, les idées principales, secondaires, les exemples, les arguments de l'auteur pour faciliter la compréhension. Et aussi, on peut mettre en valeur le contenu donc à mémoriser, les idées à retenir pour la leçon. Voilà pour la compréhension de texte. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Donc, passer à la seconde section qui est donc effectuer une recherche documentaire. Donc, pour la recherche documentaire, on va d'abord enseigner aux étudiants à identifier les éléments clés de leur recherche. Pour y arriver, on va apprendre à l'étudiante à ne pas se contenter d'avoir un thème de recherche, là, ce qu'ils font souvent, mais d'essayer vraiment de formuler leur recherche sous une forme d'une question précise de recherche qui va inclure 3 éléments. Premier élément, c'est la population. Deuxième élément, la variable ou la cause étudiée. Et troisièmement, la conséquence ou le problème étudié. Un petit exemple, donc, quel est l'effet de la diète des athlètes sur leur performance sportive? Donc, on vous a mis ici donc, les éléments dans les 3 variables sur la première ligne. Et on apprend ensuite aux étudiants à générer les mots-clés de leur recherche en générant les synonymes dans chacune des variables qu'ils ont identifiées. Donc, leur population, les athlètes, quel autre mot existe-t-il pour désigner ce même terme? Afin que, peu importe ce que l'auteur aura choisi comme mot, il puisse tout de même trouver que leur résultat inclut les résultats pertinents. Donc, ensuite, on va leur apprendre les connecteurs, par exemple, donc les et, tout simplement les et, les ou, de mettre des ou entre leurs synonymes et des et entre les variables. Donc, athlète ou sportif et diète ou alimentation ou nutrition et performance. Donc, ça évite aux étudiants de faire des recherches une fois en utilisant un mot-clé, une fois en utilisant un mot-clé, et puis souvent de s'y perdre un peu dans les recherches qui ont été effectuées. Je saute ici la partie sur la sélection de la recherche, la partie de la recherche dans la bibliothèque sur Internet. Par manque de temps, j'ai présenté comment évaluer la fiabilité des sources, la fiabilité des informations et donc des sources. Donc, on va ici outiller les étudiants et leur apprendre à se poser des questions sur 3 composantes clés des informations recueillies pour juger la fiabilité. La source de la publication, l'auteur de l'article et le contenu qui est présenté. Je vais vous présenter ici donc l'évaluation de la qualité du contenu. On veut ici aider les étudiants à raisonner. Donc, le raisonnement, c'est quelque chose qui est très, très difficile d'enseigner. Il y a eu différentes recherches qui ont été faites là-dessus. Et elles ont montré que lorsqu'on tente d'enseigner les règles de raisonnement abstraites, des règles générales de raisonnement, de façon concrète, on a peu de résultats. Ça marche peu. Les étudiants ont beaucoup de difficultés à les transférer de façon concrète dans des tâches. Par contre, il est plus facile de leur enseigner à raisonner dans des domaines spécifiques en étant en fait plus concret, donc en leur donnant des questions concrètes qui vont pouvoir guider leur raisonnement. Donc, on va pouvoir faire ça ici, leur enseigner les questions à se poser, également les éléments à prendre en compte dans leur jugement pour réfléchir à ces questions. Donc, je vous présente ici comment aider les étudiants à évaluer la fiabilité du contenu. Donc, on va l'amener à évaluer 4 éléments du contenu. On l'amène d'abord à réfléchir à l'objectif de l'auteur en lui faisant poser certaines questions. Ensuite, une fois qu'il a identifié l'objectif de l'auteur, on guide l'étudiant sur comment analyser le texte de façon critique en fonction de cette information-là. Par exemple, si on a identifié que l'objectif de l'auteur est de convaincre, c'est-à-dire de défendre une idée, de la contester, on doit tenir compte lors de notre lecture que les arguments peuvent être biaisés, qui peuvent être teintés par l'opinion de l'auteur, par sa volonté de convaincre. Et donc, il faudra porter une attention particulière à l'évaluation de la qualité de ces arguments, plus que sur un autre type de texte.
Donc, quand on passe à l'évaluation de la qualité des arguments, encore une fois, on aide l'étudiant dans son processus de raisonnement en le faisant passer à travers une série de questions, telles que est-ce qu'il s'agit d'anecdotes, est-ce que les arguments d'auteur, c'est des anecdotes, des exemples de situations uniques, ou alors est-ce qu'ils sont représentatifs d'une situation générale, est-ce qu'ils mentionnent vraiment des faits, si oui, d'où proviennent ces faits, est-ce que la source est citée, est-ce que l'autorité est reconnue, donc, on passe à travers ces questions-là. Et on continue. Est-ce que pour la validation du contenu, on l'amène à voir, tiens, est-ce que je peux évaluer avec d'autres informations que je connais? Est-ce que le contenu est corroboré par d'autres? Est-ce que les données sont actuelles? Donc, est-ce que quelle est l'année de publication du document? Quelles sont les années des sources qui sont citées? Donc, on l'amène comme ça à raisonner en le guidant avec une longue série de questions sur toutes les variables pour la fiabilité du document. C'est ça pour cette question sur la recherche documentaire. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Karen Debat. Merci, Frédéric. J'espère qu'on m'entend. Donc, parfait, merci. On va y aller avec communiquer oralement. Comme disait Frédéric, dans le temps qu'on a, j'ai pigé quelques stratégies du livre qui sont en lien avec les méthodes de travail intellectuel, en lien avec la compétence. Donc, je vais parler un peu du contenu de présentation orale, de la présentation et de gestion de stress. Naturellement, c'est particulier de présenter des stratégies en lien avec les communications orales quand je suis en train d'en faire une. Naturellement, on fait de notre mieux et le but, c'est surtout de vous partager les connaissances qu'on a acquises pendant l'écriture du livre. Donc, pour ce qui est du contenu, l'objectif, c'est que l'étudiant soit capable d'exprimer ses idées. Cet aspect-là, je vais l'aborder seulement brièvement parce qu'on a un chapitre aussi dans la rédaction de texte qui a été écrit par Simon Bourgoin-Castonguay, qui est un professeur de français. Et donc, pour tout ce qui est de la structure des idées, je pense que souvent les professeurs, vous êtes mieux outillés que la neuropsychologue, mais je voulais quand même vous partager certaines choses qui étaient que lorsqu'on aborde un argumentaire, je parle, on donne la suggestion là, de donner ses idées, de donner des arguments et de donner des exemples qui sont concrets. Parce que notre mémoire et nos connaissances de façon générale, la façon dont nos connaissances sont établies dans notre cerveau, c'est beaucoup des liens entre des concepts. Plus un concept a des liens, plus on va être capable de l'apprendre et de le comprendre, de le retenir. Donc, quand on apporte une idée, il faut que les liens soient clairs avec l'idée et il faut que les exemples aussi soient en lien avec l'idée. Donc, dans cette façon-là de s'exprimer, l'étudiant a plus de chances d'être clair dans ses concepts. Donc, la clé, c'est d'avoir une connexion entre les idées et juste vous partager. Mon garçon, il était revenu avec une stratégie Oreo de la part de son professeur. Je ne sais pas du tout si c'est connu, mais il m'a dit que c'était l'opinion, après ça, la raison, après ça, l'exemple et l'opinion. Et je trouvais que ça reflétait quand même bien l'idée de s'assurer d'avoir des liens entre les éléments qu'on apporte. C'est-à-dire qu'on a la raison, on a un exemple et puis on revient sur l'opinion. L'autre objectif que je voulais regarder, parce qu'au-delà de s'exprimer, ce qu'on pense moins quand on se concentre sur le contenu, c'est que l'objectif, en fait, c'est quand même de passer un message et donc de se faire comprendre. Et même si c'est sous-entendu, ce qui faut garder à l'esprit, c'est que pour se faire comprendre, il faut connaître son audience et il faut savoir c'est quoi qu'on veut apporter à notre audience. Donc, dans les différentes caractéristiques, dans les recherches qui ont montré une présentation efficace, c'est souvent quand il y a une bonne connexion entre le présentateur et l'audience. Et pour ça, il faut que le présentateur sache qu'est-ce qu'il veut amener
aux étudiants. Donc, de se demander qu'est-ce que je veux que le groupe retire de ma présentation? Avec quoi est-ce que je veux qu'il reparte? C'est quoi le bénéfice que je peux apporter avec ma présentation? Donc, de se poser ces questions-là, ça doit guider la structure qu'il va apporter à sa présentation orale. Par rapport maintenant à la présentation plutôt que le contenu, bon, on parle souvent de la qualité du support visuel et les habiletés du présentateur. Le support visuel, les études depuis longtemps là, ont montré que c'était plus efficace une présentation orale qu'il y a du support visuel. Par contre, depuis les dernières décennies, on comprend que maintenant, ça peut prendre toute une ampleur, les présentations, en fait, le support visuel. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que contrairement à parfois ce qu'on fait ou peut-être ce qu'on pense, le support visuel, ça doit servir à l'audience. Ça ne sert pas au présentateur. Ce n'est donc pas un support visuel pour m'aider moi dans ma présentation si on vise une présentation orale qui est efficace, mais ça doit être un support visuel qui permet à l'audience de mieux comprendre ou de vivre une expérience plus agréable, bref, à travers la présentation orale. Donc, ce qu'il faut savoir pour trouver de quelle façon, ou en tout cas de quelle ampleur va être mon support visuel, c'est que lorsqu'on écoute quelqu'un et lorsqu'on lit de l'information, même si écouter et lire, ça peut utiliser des régions du cerveau qui sont séparées, ils utilisent quand même des systèmes qui se superposent parce que c'est tous les deux c'est de l'information verbale. Donc, si j'écoute quelqu'un et que je lis, même si c'est le même thème, même si c'est le même sujet, si les structures de phrases sont différentes, si ce n'est pas tout à fait les mêmes mots, vous l'avez sûrement déjà remarqué en présentation, ça va nécessiter plus d'énergie, plus d'attention pour l'audience. Et quand ça requiert plus d'attention, on a plus de chances de le perdre aussi. Donc, c'est moins agréable comme expérience. Un exemple qui nous a été donné par David Boutin, professeur d'histoire. J'y vais un peu rapidement pour que vous compreniez le concept. Les causes de la Révolution française, c'est sûr que c'est un peu exagéré, c'est un texte complet, mais il a cette belle image, lui, qu'il utilise pour montrer que le peuple était un peu... il devait porter sur ses épaules le clergé et le prélat, donc disons les nobles et le prélat. Voyons, oui, c'est ça, le prélat. Moi, je connais moins ces termes-là. Visiblement, moi, l'image m'aurait été utile. Mais il raconte donc une histoire à l'aide de cette image-là. Et lorsqu'on raconte une histoire avec une image, c'est beaucoup plus facile à intégrer comme information que des concepts comme justement clergé, prélat, qui sont nommés verbalement sans lien particulier entre les concepts. Je veux dire, il y a des liens, mais disons que c'est tous des liens qui sont verbaux, alors que là, ils sont accompagnés d'une image qui nous permet de faire un symbole, d'utiliser des analogies, c'est un peu le même principe aussi, ça favorise l'intégration. Donc, en somme, c'est de s'assurer d'avoir une présentation qui est facile à lire, dont l'image et les diagrammes sont pertinents et qui favorise, le but, c'est que ça favorise la compréhension du lecteur, de l'audience, pardon. Pour ce qui est des habiletés du présentateur, naturellement, il y a le contenu, il faut que ce soit clair, là, mais l'intonation et l'expression faciale, parfois, on a en tête qu'il faut s'exprimer lentement et bien articulé quand on parle. Par contre, quand on parle lentement, en fait, comme je viens de le faire, parfois ça peut nécessiter plus d'attention de la part de l'audience pour ne pas décrocher puis garder le fil. Donc, l'important, c'est plutôt de faire des pauses au bon endroit. Donc, souvent, il est suggéré de faire des pauses après des concepts clés ou après des phrases qui sont plus complexes. Le but, c'est de permettre à notre auditoire de traiter l'information. Donc, il y a des choses qui prennent plus de temps à cerner. C'est des concepts qui sont plus abstraits, par exemple. Donc, dans ces temps-là, c'est bien de prendre des pauses, mais ce n'est pas nécessairement d'avoir un discours qui est ralenti. Donc, l'expression faciale, la posture, pour ça, c'est souvent recommandé de garder en tête l'objectif, comme je le mets au départ, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux communiquer, et plus l'intérêt
va transparaître de la part du présentateur, bien, plus l'aspect de la posture et de l'expression faciale ne sera pas nécessairement quelque chose de difficile à réfléchir. Là. Une présentation devant le public est la forme de communication orale la plus redoutée, selon certains sondages. Ce n'est pas juste à travers les étudiants, c'est aussi de façon grand public. Et donc, si l'objectif, c'est d'avoir une communication orale qui est efficace, bien, il faut aussi être capable de gérer son stress parce que si on est moins stressé, bien, on est plus en mesure d'avoir un certain recul pour garder en tête nos idées tout en pouvant porter attention aux gens qui vont être devant nous. Donc, pour permettre une interaction efficace, on nomme la stratégie de respiration diaphragmatique. Donc, c'est celle que j'ai choisie pour aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessairement qu'elle est plus efficace que les autres. C'est juste qu'elle est très simple à expliquer. Il y en a d'autres dans le livre et ils se valent, mais disons qu'avec cette respiration-là par le ventre, donc on inspire et le ventre gonfle. Et quand on expire, le ventre revient. Donc, ce mouvement-là du diaphragme, ça active le système parasympathique et ça fait en sorte que ça inhibe automatiquement le système qui s'occupe de la sécrétion des hormones de stress. Donc, je ne sais pas si ça, c'était trop plusieurs thématiques ensemble, mais disons que c'est des systèmes antagonistes. Donc, quand on respire par le ventre, ça inhibe physiologiquement la sécrétion des hormones de stress. Donc, c'est une bonne stratégie sur l'immédiat. Mais sinon, l'autre chose qui est très importante puis qui aura plus d'impact pour cet aspect-là spécifique qui est des présentations orales, c'est de savoir que bon, ben, le stress, quand c'est nouveau, c'est imprévisible, ça va générer du stress. Et quand on s'expose, donc on se pratique devant un parent, il y a des étudiants qui font ça devant leur chien, devant le miroir. Le but, c'est de se familiariser, tant avec le contenu qu'avec le fait de présenter debout devant quelqu'un, avec les mots qu'on va utiliser, avec notre support visuel. Plus on se familiarise, plus ça va diminuer la réaction de stress inhérente, là, qui est normale en fait en situation de présentation orale. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions pour la présentation orale ou si je passe tout de suite aux travaux d'équipe. Sinon, on pourra prendre les questions à la fin parce que je n'en vois pas dans le chat. Donc, pour les travaux d'équipe, cette fois-ci, donc, dans la majorité des études proviennent de la littérature sur l'entrepreneuriat, la gestion. Donc, on parle de stratégie pour l'étudiant. J'en ai pigé encore quelques-unes. C'est sûr que je ne sais pas exactement, moi, d'où vous partez comme professeur. Donc, je serais curieuse à la fin dans vos questions aussi, savoir ce que vous utilisez déjà ou pas. Mais ce qu'on sait, qui est une clé, disons, pour des travaux d'équipe qui sont efficaces et qui sont réussi, c'est la confiance que les coéquipiers vont avoir les uns envers les autres, l'écoute mutuelle. Et donc, on donne plusieurs stratégies de base là, pour une communication harmonieuse dans les travaux d'équipe. Donc, établir des attentes, de nommer ses insatisfactions avant que ça devienne des conflits. Souvent en disant les choses avec le « je », on l'a appris nous aussi hein, comme adultes. Hein, donc, j'ai l'impression que... ça favorise une ouverture. On montre que c'est une opinion et non pas un fait. Donc, il y a place à la discussion. Et de cette façon-là aussi, si on est ouvert, on peut mieux comprendre la perspective de l'autre. Parce qu'il y a toujours deux côtés dans une interaction. Il y a notre perception et il y a sa perception. Et justement, quand il y a une interaction et qu'il y a des conflits dans les membres des équipes, on a tendance à réagir, puis « Ah, ben il ne fait pas sa part, il ne collabore pas, il ne travaille pas, il est toujours en retard. » Donc, on a des réactions, mais ce qu'on propose, c'est de plutôt à trouver une réponse à la situation plutôt que de réagir. C'est normal de réagir jusqu'à un certain point, mais il y a David Boutin, qui est un professeur d'histoire aussi, qui nous a donné des exemples plus concrets associés aux stratégies qu'on proposait, associés aux connaissances théoriques, et lui pose la question, c'est quoi la responsabilité du groupe par rapport au problème? Quelle est, oui, la personne qui ne fait pas sa part dans l'équipe, elle a sa responsabilité, mais est-ce que l'équipe a vérifié s'il avait besoin d'aide? Est-ce que l'équipe a fait ce qu'il fallait pour l'intégrer? Donc,
questionner l'étudiant et de l'encourager à se poser des questions et à poser des questions aux autres membres pour favoriser l'harmonie dans l'équipe et la résolution de problèmes. Les autres stratégies qu'on propose, c'est des rôles et des outils. Parce que ça a été démontré comme favorisant des travaux d'équipe qui sont plus efficaces. Donc, je ne pourrais pas parcourir les rôles en détail, mais c'est de savoir qu'il y a des défis qui sont propres à chacun des rôles, donc secrétaire, animateur, etc. Et on nomme donc le rôle de chacun avec des stratégies associées. Et les outils, le même principe, un ordre du jour, des comptes rendus. L'objectif, ce n'est pas d'alourdir la tâche de l'étudiant ou d'alourdir le travail d'équipe, mais c'est de savoir que ça peut permettre d'éviter la perte de temps, d'éviter la diffusion de responsabilités, c'est-à-dire que moi, je pensais que tu l'avais noté, moi aussi, je pensais que tu l'avais noté, puis là, on ne s'en souvient plus. Quand c'est clair, c'est le rôle de qui, ça évite ce genre de problème-là, donc ça diminue les chances de conflit. Et juste un petit exemple d'un compte rendu qu'on présente. Naturellement, c'est des guides, mais l'information factuelle sur qui a été présent, le sujet, les commentaires et les suites à donner. L'important, c'est que les sujets, c'est un peu ce qu'il y a à l'ordre du jour. Les commentaires, c'est notre discussion. Et la suite à donner, le responsable de cette colonne-là, ça nous assure de prendre une décision ou une conclusion par rapport au sujet qui était abordé, donc de s'assurer que la discussion se termine et d'utiliser un outil comme ça, c'est sûr que, je vous donne l'exemple un peu plus complet, là, donc les sujets, les commentaires et qui sera responsable de quoi. C'est sûr qu'à la prochaine rencontre, on n'a plus tout le raisonnement à se rappeler. Il est déjà écrit. Donc, c'est un support pour notre mémoire et ça fait en sorte aussi qu'on repart plus frais et plus facilement lors de la prochaine rencontre. Donc, ça, c'était surtout des stratégies, naturellement, dans lesquelles vous pouvez guider l'étudiant. Et étant donné que là, ici, vous êtes des professeurs, dans le sens où le livre s'adresse aux étudiants, mais il y a aussi dans la littérature des choses qui sont spécifiques à vous, c'est-à-dire que plus les objectifs sont clairs et bien définis, plus les travaux d'équipe vont bien se passer. Il y en a qui suggèrent aussi de faire un temps de travail en classe. Donc, bien qu'on comprend, en fait, que l'article soulève là, que c'est un sacrifice pour le professeur de laisser du temps de travail de groupe pendant son temps de classe, ça permet par contre une rétroaction qui est très bénéfique pour l'étudiant dans son apprentissage sur les rôles de chacun, justement quand on parlait d'animateur, secrétaire, etc., surtout en début de travail pour s'assurer qu'on comprend bien les dynamiques de groupe. Et l'autre chose qui sortait, c'était les évaluations par les pairs. Donc, certains étudiants certaines études nommaient que les étudiants avaient une attitude plus positive par rapport aux travaux d'équipe s'ils savaient que l'évaluation par les pairs là, allait être tenue en compte de façon plus officielle dans leur note finale. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a abordé aujourd'hui, c'est-à-dire lire, comprendre, rechercher l'information, travailler en équipe. Mais naturellement, on a juste choisi certaines stratégies dans chacun des chapitres. Puis par rapport aux méthodes de travail intellectuel, il y a d'autres sections aussi, là, donc prendre les notes, rédiger des textes, étudier, réussir les examens, concevoir des tableaux et présenter des normes auxquelles, justement, comme disait Frédéric, d'autres professionnels là, du milieu de l'éducation ont contribué.